Bon, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à l'édition 2024 de notre conférence annuelle sur le restructuring. Merci beaucoup à vous d'être présents aux Échos en cette matinée de conférence. On va passer toute la matinée ensemble. Il n'y aura pas de pause, je vous le précise, et on se retrouvera à l'issue des débats pour un cocktail déjeunatoire. Alors évidemment, le sujet du restructuring est un sujet brûlant. On va le regarder ce matin sous plusieurs angles, à la fois des angles sociaux, à la fois des angles business, et puis on va dire des angles plus juridiques et judiciaires. Mais en introduction et en keynote d'ouverture de cette conférence, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Robert Guillet, qui est le directeur général de Buffalo Grill. Donc nous amorcerons cette conférence sur le thème du rebond. Je vous demande donc d'accueillir comme il se doit Robert Guillet. Merci Emmanuel, merci à tous, merci de m'accueillir tout d'abord. Donc Buffalo Grill compte 326 restaurants en France, 200 succursales et une centaine en franchise. On reçoit chaque année 42% des foyers français. On sert 24 millions de repas par an et on fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros sous enseigne. On a l'honneur et le privilège d'être en restauration assise, l'enseigne préférée des Français. C'est une enquête qui est menée par EY Parthénon chaque année et on est très très fiers de cette distinction. C'est une marque qui a été créée en 1980 par Annie et Christian Picard, avec une vision très patrimoniale de complète intégration des métiers, incluant le foncier. Et ce business a été cédé à un premier fonds d'investissement en 2005, entre autres, et qui a décidé de valoriser le foncier en séparant les activités opérationnelles et le real estate. Et ça me fait encore mal de le lire. Alors, c'est bon pour le cash immédiat, mais c'est moins bon pour la résilience du modèle à long terme. Je ne vous fais pas un dessin. Ensuite, un nouveau fonds d'investissement intervient en 2008, donc 3 ans, 1 an pour préparer la cession des actifs, et puis 1 an pour la réaliser, et 1 an pour en profiter, et ensuite on revend. En 2008, donc, un nouveau fonds d'investissement intervient. Il peine à maintenir l'investissement régulier que notre activité nécessite. En effet, un restaurant, ça se maintient, ça se rénove régulièrement. En fonction des temps du trafic dans un restaurant, on rénove tous les 5, 6 ou 7 ans. Et il faut mobiliser entre 400, 500 ou 600 000 euros, on va dire 500 000 pour faire rond, pour faire une rénovation digne de ce nom dans un restaurant. Bref, il en résulte un sous-investissement chronique qui pénalise l'enseigne et TDR Capital intervient quelques années plus tard, en 2018, avec la ferme intention de rattraper le sous-investissement. Évidemment, celui-ci démarre, mais se heurte aux crises successives. Les ronds-points sont bloqués par les gilets jaunes, et c'est là où sont la majorité de nos restaurants. Et donc, on commence à brûler un peu de cash. Ensuite, la Covid, avec la fermeture complète des établissements et pas d'accès au fameux « quoi qu'il en coûte » pour l'activité succursale, parce qu'on est une entreprise de taille trop importante, et on n'est toujours pas propriétaire de notre foncier ni de nos murs, donc les coûts fixes sont significatifs, les loyers en tête, et l'actionnaire joue son rôle, refinance, et prend une décision stratégique malheureuse, mais qu'on peut comprendre, parce que c'est trop facile de refaire l'histoire, et prend la décision stratégique de former un groupe de restauration et décide de racheter l'activité Courtepaille en 2020, juste avant le Covid, bad luck, et tout cela pèse sur le cash, la dette vis-à-vis de l'actionnaire se creuse, le PGE qui vient à la rescousse ne suffit plus. Il faut siffler la fin de la partie, prendre du recul et revoir les opportunités encore possibles. On est en septembre 2022. Donc en 2 mois, on construit notre business plan avec des décisions importantes. Stopper la course en avant des rachats de marques, stopper Courtepaille, et on cédera cette marque assez rapidement ensuite, qui brûlait beaucoup de cash. On donne son indépendance à une autre marque naissante qui, elle, se porte bien et qui s'appelle Popeyes et qui vend du poulet frit en restauration rapide. Et donc, maintenant, on est complètement séparés, même si on a le même actionnaire. Et puis, on concentre et on aligne tous les efforts derrière la marque préférée des Français de restauration rentable, Buffalo Grill.
Et contrairement à d'autres enseignes, on a la chance, avec cette enseigne, de voir notre cœur de cible se rajeunir, ce qui est un signe extrêmement positif et qui a présidé à la décision de poursuivre l'activité. Donc, l'actionnaire fait avec nous le pari du business plan, la fameuse réunion du 15 décembre 2022, et on part. Alors, on aurait pu décider d'autres choses, parce qu'il y avait évidemment d'autres options, faire le dos rond, refinancer partiellement, et puis absorber les chocs de court terme, et puis décider de céder. On a décidé de faire autrement, d'être probablement un peu plus ambitieux, et nous avons opté pour un business plan comportant donc des décisions de transformation très importantes, qui sert un objectif stratégique clair, qui est de permettre à tous une expérience de restauration populaire et de qualité. Et chacun des mots est très important dans cette phrase, en tout cas pour moi. Et 8 sujets. Le premier, c'est donc la reconcentration complète de l'organisation sous une seule enseigne, Buffalo Grill. La modernisation de la marque à travers notre concept American Road Trip que vous voyez défiler à l'écran, et le plan de rénovation des restaurants dont vous avez donc effectivement l'aperçu. Un investissement continu dans la qualité des menus. Une accélération de la modernisation digitale, à la fois en interne et pour la productivité en restaurant et au siège, et à la fois pour la construction de notre image avec les réseaux sociaux. La transformation de notre réseau avec la volonté d'une très large part en franchise. On a besoin d'investisseurs pour mener à bien ces rénovations. Ne nous cachons pas, allons chercher des investisseurs qui veulent faire tourner nos restaurants, et puis on aura l'occasion de vous expliquer, si vous êtes intéressé, pourquoi le passage en franchise également. La simplification des organisations du siège, assez drastique, la reconstruction de la marge opérationnelle, et enfin, la restructuration de la dette auprès de l'actionnaire, auprès des banques, et à travers le PGE. Et puis, puisque probablement vous n'êtes pas retourné chez Buffalo Grill depuis un petit moment, vous avez grandi, nous aussi, donc on vous y attend, et comme client ou comme investisseur. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bien, eh ben, nous allons maintenant nous engager dans la table ronde plénière d'ouverture pour dresser un panorama des restructurations et des défaillances en France. J'invite donc les intervenants à venir me rejoindre sur scène. Delphine Inesta, Xavier Bailly, Patrick Sayer, Laurent Jourdan. Je vous invite à venir prendre place. Alors on va essayer de procéder par ordre, et peut-être pour commencer notre débat, essayer de poser un peu le cadre du marché avec quelques statistiques. Patrick Sayer, je pense que compte tenu de votre poste d'observation privilégié qu'est le tribunal de commerce de Paris, qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous sur le niveau d'activité que vous observez depuis quelques mois, à la fois en volume, en taille d'entreprise, en secteur concerné, quelles sont les grandes lignes ? On entend, oui, très bien. Merci de cette invitation d'abord. Alors effectivement, on ne peut pas imaginer qu'un pays comme la France gère ses finances publiques comme elle les gère et penser que ça ne peut pas avoir de conséquences sur l'activité des entreprises. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation de fragilité très, très prononcée. Alors je ne vais pas me faire l'exégète des statistiques qui ont été largement publiées par le CNAMJ, par Altares, etc. Simplement vous donner de ma fenêtre, qui est une fenêtre significative, qui est celle du tribunal de commerce de Paris, ce que nous voyons. Ce que nous voyons est très significatif. C'est une hausse assez considérable des liquidations judiciaires. Plus 40%. En matière de liquidation judiciaire, c'est quand même très inquiétant. Ce que nous voyons, c'est une baisse, stagnation, je ne sais pas si on est dans le significatif, au niveau des RJ. Ce que nous voyons également, c'est une montée qui se poursuit. Alors, au début, on était heureux qu'elle intervienne au niveau des procédures amiables, puisqu'on a eu un doublement par rapport à la situation d'il y a 2-3 ans, et cette année, on est encore sur une tendance très positive, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. La difficulté que nous avons sur les procédures amiables, c'est que les gens rentrent trop tard en procédure amiable, dans des situations où les entreprises, alors avec parfois des doutes,
sur l'état de cessation des paiements et un état où on se retrouve dans des procédures amiables avec des entreprises qui sont d'ores et déjà en train de creuser leur passif. Et une difficulté pour bien organiser, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir, le passage entre une procédure amiable et un plan derrière. Voilà très brièvement, mais c'est inquiétant. Il va falloir, au-delà des outils absolument considérables qui nous sont donnés par la boîte à outils, et notamment ceux qui viennent de la dernière directive Insolvency 2, il va falloir réfléchir pour ces entreprises qui sont en situation de creuser leur passif dès le début, comment injecter de l'argent pour permettre les plans de restructuration qui, autrement, ne permettront pas autre chose qu'une liquidation, soit de la société, soit par plan de cession, petit bout par petit bout. Voilà. Merci beaucoup, Patrick Saguer. Peut-être pour continuer, Xavier Bailly, sur cet aspect cadre statistique, si maintenant on élargit à l'ensemble du territoire français après avoir pris appui sur le TC Paris, est-ce qu'on peut dire, sans grand risque, qu'on devrait dépasser les 60 000 défaillances en France cette année ? Oui, très probablement. Je vais citer quelques statistiques qui viennent essentiellement du Conseil national des AJMJ et qui viennent également de la Banque de France, qui sont les deux observatoires essentiels sur le plan national. Président Sayer, pour revenir sur ce que vous disiez, il y a une augmentation des procédures de prévention qui est assez faible au regard de l'augmentation des procédures collectives, ce qui est un très bon symbole de ce que vous évoquiez, l'anticipation. En fait, l'heure n'est pas à l'anticipation, l'heure est au traitement des difficultés. Et on le voit aussi sur les dossiers que l'on récupère, où beaucoup d'entreprises sont déjà en état de cessation des paiements. Parfois depuis longtemps, ce petit test un peu sanity check que l'on fait en rentrant dans les dossiers est un peu plus compliqué en ce moment que d'habitude. Sur les procédures, on a quelques éléments sur les 12 derniers mois glissants. On a passé les 60 000, puisque c'est aujourd'hui 63 000 procédures qui ont été ouvertes sur 12 mois. Chaque trimestre, jusqu'au deuxième trimestre de 2023, était en accélération en termes d'augmentation par rapport au même trimestre l'année d'avant. Le troisième trimestre est le premier trimestre qui accélère moins, qui augmente moins que les autres. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, puisque c'est quand même 17 000 procédures ouvertes en un trimestre. Il y a un autre indicateur qui est intéressant, et Christophe Bass en parlait dans un article des Échos cette semaine. Disons que le record absolu était 600 000 emplois menacés. On a passé les 600 000 emplois menacés au mois de septembre, mais je pense qu'il faut revenir aussi sur ce sujet-là, c'est un point extrêmement important. C'est que, puisque l'entrée en sauvegarde accélérée d'Atos a évidemment affolé les statistiques, de la même manière, il y a eu Mili dans le sud de la France, 10 000 salariés d'un coup. Donc à la fois, Mili est assez représentatif de ce qui se passe, Atos, je pense, beaucoup moins, avec des très très gros dossiers, et je pense que c'est ce qui a fait l'actualité aussi sur ces 12-18 derniers mois, avec des dossiers d'une taille assez inédite qui rentraient dans des procédures de traitement, de prévention-traitement des difficultés qui sont hybrides. Et je pense qu'il faut aussi lire, en tout cas, sur les sujets ETI, grandes entreprises, l'accroissement des statistiques, également comme, parfois, le succès de ces procédures et l'application de ces procédures qui passent par des procédures collectives. Je vais finir sur les indicateurs, justement, des moyennes entreprises et des ETI, grandes entreprises. Les moyennes entreprises, sur les 9 premiers mois de l'année, c'est 517 dossiers. Un dossier étant une entité juridique. C'est beaucoup, mais ça se compare à 350-400 dans une année normale. Et l'effet de groupe fait que la statistique est assez difficile à lire. Et si on prend les ETI grandes entreprises, qui sont très centralisées en Ile-de-France, pas que, mais principalement, c'est 63 dossiers sur les 9 premiers mois par rapport à 53. Et je pense que les dossiers qui sont à lire, quand on analyse inflation, renchérissement des coûts du financement, etc., c'est plutôt cette frange qui fait à peu près 600 entreprises. C'est beaucoup, encore une fois. Et je pense que le cœur de l'activité des secteurs économiques qui nous concernent tous dans la salle est plutôt à lire dans ces statistiques-là. On parlera des secteurs un petit peu plus tard, je pense. On va en parler un peu plus. Là, on reste sur ce panorama un peu global. Alors, on le voit, Delphine Inesta, ces statistiques conjoncture économique difficiles, hein, c'est ce que nous montrent, c'est ce que sous-tendent en tout cas ces statistiques. Est-ce qu'il y a un effet mécanique où on se dit, quand on est un investisseur en retournement,
mauvaise conjoncture économique égale plus de dossiers pour investir? Alors, on nous le dit beaucoup. Je vais peut-être commencer par revenir sur ce qu'on fait chez Arcol. Chez Arcol, on investit dans des sociétés qui font face à des situations complexes, avec des niveaux de complexité qui peuvent être très variables. Des sociétés qui sont des PME et des ETI françaises, qui réalisent entre 20 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on investit des tickets entre 8 et 12 millions d'euros. Donc en effet, on nous dit souvent ça, Emmanuel, et comme tu l'as gentiment rappelé, ça commence à faire quelques années que je fais ce métier, et force est de constater que la conclusion que j'en tire, c'est que non, les moments de crise, les périodes économiques chahutées ne créent pas nécessairement plus d'opportunités pour les investisseurs que nous sommes. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours plus difficile de redresser une entreprise dans un contexte de marché difficile. Dans le métier qu'on fait, il est important de savoir sur quel levier d'action on peut compter. Or, redresser un marché ne fait pas partie de nos leviers d'action. Pas encore, on aimerait bien, mais ça n'est pas le cas. Et il est toujours extrêmement important, quand on fait notre métier, de définir un point bas, c'est-à-dire au niveau de la top line, le niveau en dessous duquel on sait que l'entreprise, le niveau de chiffre d'affaires en dessous duquel on sait que l'entreprise n'ira pas. Et bien savant est celui ou celle qui saura déterminer quel est ce niveau dans un contexte de marché baissier. Par ailleurs, le diagnostic des difficultés, qui est un point très important quand on reprend une entreprise en difficulté, est également rendu plus difficile par ce qu'on peut appeler le brouillard de la crise. Distinguer si la cause de la difficulté est plutôt le contexte macro ou plutôt des difficultés propres à l'entreprise est évidemment plus difficile. Si je prends un exemple d'une baisse de prix de vente dans une entreprise donnée, savoir déterminer quelle est la part de la baisse du prix de vente qui est liée à la baisse du marché, la baisse de la demande et donc la nécessaire adaptation des prix parce qu'on sent bien que pour pouvoir garder des volumes, il faut baisser les prix de vente. Et quelle est la part du fait que désormais nos produits sont moins bons et répondent moins aux besoins des clients, donc on est obligé de baisser le prix de vente pour pouvoir continuer à avoir une activité soutenue. C'est beaucoup plus difficile que dans un contexte de marché en hausse. Donc c'est la raison pour laquelle on constate sur les 15 dernières années, puisque ça fait à peu près ce temps-là que je fais ce métier, depuis ce temps-là que je fais ce métier, on a réalisé environ 2 dossiers par an, quelles que soient les périodes, et des périodes de crise, on en a déjà connu. Il est extrêmement important dans nos métiers de pouvoir garder en toutes circonstances une grande sélectivité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a plus de dossiers qui arrivent sur notre table qu'on doit nécessairement en faire plus. Il faut toujours garder une grande exigence de sélectivité sur les dossiers reçus. Merci beaucoup Delphine. Laurent Jourdan, on va clôturer ce premier tour de piste avec vous. Est-ce que là, vous pouvez me regarder droit dans les yeux et me dire, Emmanuel, on a carrément changé de paradigme et là, on n'est pas sur la bonne pente? Oui, il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire que on est la marée haute, mais il n'y a pas de tsunami non plus. Il ne faut pas être catastrophiste. Juste pour revenir sur les chiffres qui ont été annoncés. Les causes des difficultés, on les connaît. Néanmoins, l'inflation, quand même, recule un peu. En tout cas, elle augmente moins qu'avant. Les taux d'intérêt devraient commencer à baisser, malheureusement pas assez vite, etc. Mais il y a d'autres causes dont on parle assez peu. D'abord, la hausse des salaires, qui est une cause de réduction de marge relativement importante. Le projet de loi de finances n'est quand même pas très rassurant là-dessus, puisque on va diminuer le soutien pour le recrutement des apprentis, pour les bas salaires, etc. Donc là aussi, c'est pas bon signe. Autre point qu'on souligne assez peu, c'est les délais de paiement. En France, on a un crédit fournisseur hallucinant. Les délais de paiement, ça se détériore. Ce qui ne connaît pas l'Allemagne, par exemple. Donc, ce n'est pas une situation qui est simple. On a une situation avec les assureurs crédit où, franchement, c'est compliqué. On n'a pas de levier sur les assureurs crédit. Donc, mais le problème, c'est qu'un assureur crédit qui se retire, ça veut dire qu'on paye les fournisseurs directement avec des délais très courts. Et pour beaucoup d'entreprises, c'est très compliqué. Donc, en termes d'activité, c'est clair que depuis juin 2024, on a quand même une recrudescence de dossiers. On a pas mal de dossiers qui, en cours de route, dérapent. C'est-à-dire qu'on est en cours de discussion, on est en cours d'élaboration des plans. Et ça dérape, donc c'est soit des dossiers qui étaient en prévention qui passent en RJ, soit des dossiers qui étaient en cours d'exécution de plans qui reviennent. Donc c'est tout à fait significatif. Les chiffres de l'AGS sont sortis hier, et ce que les AGS nous disent, c'est qu'en termes de conséquences sur l'emploi,
c'est plus 23% d'emplois menacés cette année par rapport à 2023. Plus 23%, c'est quand même beaucoup. Et l'AGS est intervenue avec dans plus 10% de dossiers par rapport à 2023. Et là, c'est l'intervention de l'AGS, donc ça veut dire on parle du dur, hein, on ne parle pas du... Donc voilà. Après, les paradigmes, est-ce qu'ils ont changé? Oui, pour un certain nombre de sujets. D'abord, évidemment, la position de l'État. Aujourd'hui, c'est sûr qu'aller faire du passif fiscal et social, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est normal. Enfin, je veux dire, compte tenu de l'état des finances publiques, ça ne peut pas être autrement. L'État revient plus quand même, il est quand même essentiel. Hein. Dans beaucoup de dossiers, l'État, ça reste un interlocuteur incontournable. Et assez efficace. Je pense aux assureurs crédits, par exemple. L'intervention du CIRIS, ça permet quand même d'avoir une incidence sur le maintien des assureurs crédits. L'État reste un facilitateur, donc quand même beaucoup de dossiers, soit par des rapprochements, etc. Donc le rôle de l'État, il est un peu différent, c'est un peu plus complexe, mais c'est quand même essentiel. Ensuite, l'autre paradigme qui a changé, c'est le comportement des banques. Et alors moi, je suis le râleur de service, d'accord ? Les PGE ont changé la donne parce que si vous avez autour du dossier une banque qui n'est qu'en PGE, elle s'en fout de la discussion dans le cadre de la prévention, quelque part. Si elle est scotchée en moyen terme, évidemment, elle va faire un effort. Mais sinon, elle dit, après tout, en liquidation, moi, je serais remboursé à 90%. Donc, pourquoi aller faire des abandons dans le cadre d'une prévention, etc. Mais plus généralement, et je ne vais pas me faire des amis, j'en ai peu de toute façon, mais le comportement des banques dans le cadre des dossiers de prévention aujourd'hui, il n'est pas admissible. C'est-à-dire qu'ils font peser une vraie menace sur la pérennité même de la prévention en France. Aujourd'hui, les standstills sont donnés de réunion en réunion, quand ils sont donnés. Et ils sont donnés sous réserve que l'ensemble soit d'accord. Avant, je suis désolé, il y avait des accords de place, on ouvrait un mandat, on ouvrait une concile, il y avait un standstill, et tout le monde était logé à la même enseigne. Non, là, c'est le petit jeu des standstills donnés au fur et à mesure, ce qui fait qu'on continue à prélever. Ben voyons, même si on est en mandat, même si on est en concile. Et donc ça, c'est vraiment une dégradation, je trouve, des dossiers. On va revenir sur l'efficacité de la prévention, les risques de la prévention aussi, parce que... Et très rapidement, ce qui a aussi changé la donne, c'est les classes de parties affectées, hein, puisque, mais ça on en reparlera tout à l'heure, évidemment aujourd'hui l'actionnaire peut être évincé, et donc le paradigme même de la philosophie de la procédure a changé, et ça c'est important. Les classes de parties affectées, on fait toujours le test maintenant dans les dossiers, même si à mon sens c'est pas adapté aux petits dossiers, mais bon, le test il est fait, et donc ça change aussi les choses, même si le regain de la SFA, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour les 3-4 gros dossiers de la place, mais c'est quand même important. Et ce qui a changé aussi, du coup, grâce aussi quand même à ça, c'est que le plan de continuation redevient une vraie alternative. Avant, comme il était difficile d'avoir des abandons massifs, évidemment, on allait très vite vers un plan de cession si on voyait qu'on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, grâce aux classes de parties affectées et à ce mécanisme, on arrive à redonner du sens à un plan de conti, à écraser une bonne part de la dette si ceux qui sont dans la monnaie le décident, pour ceux qui sont Kiro, etc. Donc nous continuerons à tirer autant de sonnettes et à prêcher cette bonne parole. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre point de vue. Alors on rempile avec notre trio de choc de notre édition 2023. Nous nous sommes dit que vous étiez le bon tiercé pour aborder ce sujet compliqué. On a déjà touché un peu du doigt les sujets de New Money et de CPA, mais dans cette table ronde, on va revenir dans le détail sur la place que l'argent frais peut trouver dans le dispositif des classes de parties affectées et dans son traitement en fonction
fonction des situations. On va essayer d'en débattre en 30 minutes. Avec vous trois, j'ai envie de dire que c'est quand même une gageure. Alexandra Bigot, vous êtes avocate associée en restructuration et situations spéciales au sein du cabinet Latham Watkins. Hélène Bourboulou, vous êtes administratrice judiciaire associée au sein du cabinet FHBX. Et Sari Malou, vous êtes associée en corporate restructuring et advisory au sein Date Advisory. Alors, quand on va parler de cette new money, on part avec en tête dans notre débat un fait. Celui qui va apporter la new money va vraiment tirer les ficelles, si je puis dire, driver la négociation. Et on va s'interroger en arrière-plan dans ce débat sur le traitement de la new money. Comment est-ce que impacte-t-il l'attractivité de la France du point de vue des investisseurs étrangers? Donc on a un fait et une interrogation en arrière-plan qu'on va essayer de tirer comme fil tout au long de notre conversation. Hélène, je propose qu'on commence avec vous pour essayer un peu de poser le cadre de l'illustration de l'importance de la new money, 4 cas d'actualité, 4 grands dossiers, avec des situations très différentes et des acteurs, providers, on va dire, de new money qui étaient très différents. Ces 4 cas sont Casino, Vallourec, Orpea et Atos. Effectivement, ce sujet, tu commences par presque la polémique sur finalement le travestissement d'une certaine manière de l'avantage issu de cette qualité d'apporteur de new money, parce qu'effectivement, l'apporteur de new money, il est déterminant dans cette situation sensible et il va tenter d'en obtenir un certain nombre d'avantages au-delà des sécurités ou de la rémunération. Donc, les 4 dossiers évoqués, j'en dis juste un mot parce qu'ils illustrent des situations en fait très différentes qui conduisent les praticiens et les parties à devoir prendre un certain nombre de précautions et à aussi anticiper, le cas échéant, la critique. Dans Casino, Vallourec, Orpea, Atos, systématiquement, il y a un apport de new money et cet apport de new money répond à des situations différentes. On y reviendra, il y a la new money d'urgence et puis il y a la new money du plan. Dans Casino, en contrepartie d'un engagement de maintien de financement opérationnel, des banques, en particulier des banques françaises, obtiennent et négocient avec le principal apporteur de new money issu de l'actionnariat minoritaire, qui va être le leader de la discussion, obtiennent un traitement différencié par rapport à d'autres types de créanciers. Dans la mesure où cette contrepartie résulte de la négociation, elle ne porte pas en tant que telle critique, sauf que le business plan d'une entreprise, ça reste une perspective, une prévision, et que dans ce dossier-là, cette prévision, elle a été assez vite rabotée, puisqu'alors même que la sauvegarde accélérée est ouverte, c'est-à-dire que le plan et les grandes dispositions du plan sont déjà figées, finalement, une grande partie de l'entreprise est vendue et donc les financements opérationnels sous-jacents, évidemment, ne seront pas mis en place, ne seront pas maintenus s'il s'agissait du maintien. Ce qui illustre au passage la fébrilité des sous-jacents de la négociation lorsque le business plan peut évoluer. Et on a vu dans les derniers mois, en particulier depuis le printemps, des dégradations qui ont été évoquées à la précédente table ronde très rapides, qui peuvent conduire à ce type de situation. Donc, ça crée une vigilance, évidemment, sur les prochains dossiers pour qu'il y ait, le cas échéant, un retour et qu'on négocie aussi l'hypothèse où cela n'arrivera pas. Il y a eu un certain nombre de frustrations d'acteurs qui ont dit, finalement, après Orpea, où on s'est déjà fait raser, eh bien, ça continue dans Casino. Orpea, c'est une situation tout à fait différente, puisque la complexité de la structure financière réduit en fait le champ des acteurs avec lesquels on peut discuter dans la première phase, qui est la phase d'urgence. Ce qui a choqué tout le monde, c'est que 6 mois après la première conciliation homologuée, une nouvelle conciliation s'ouvre. Et évidemment, elle n'avait pas été anticipée par les acteurs qui avaient traité de la première. À défaut, on n'aurait pas non plus obtenu l'homologation qui est le reflet de la démonstration de la pérennité de l'accord. Pour autant, le premier dossier se déroule dans un délai record, car il y a une urgence absolue qui est vitale, avec une activité hypersensible où il faut approvisionner des maisons de retraite en ressources humaines, donc les payer, en nourriture, en soins, et donc une urgence qui va bien au-delà de la livraison de vêtements dans un magasin, tout en n'ayant aucun mépris pour ce type d'activité. Lorsqu'il y a des centaines, voire des milliers d'acteurs possibles, la volonté d'ouvrir cet avantage de la new money à tous se heurte en fait au pragmatisme immédiat, qui est d'être en capacité de déployer plus d'1 milliard, 1,5 milliard en l'occurrence, en 3 semaines. Donc seule une poignée d'acteurs qui connaît très très bien le dossier parce qu'il y avait de l'immobilier a pris ce risque.
Et lorsqu'on réexamine l'histoire ultérieurement, évidemment, à contrepartie de cette new money est accordé des avantages et des sûretés, notamment sur la dette déjà en place. Et c'est ça qui crée la distorsion, c'est qu'initialement, tous les créanciers sont de même rang, et puis 8 mois plus tard, certains ont obtenu des sûretés, pas d'autres, c'est des sûretés assez solides, puisqu'on parle effectivement d'un patrimoine immobilier important. Pour autant, quand on refait l'histoire ultérieurement, et puis on s'en est expliqué avec la communauté des créanciers 6 mois en l'occurrence plus tard, lors d'une grande réunion que j'ai absolument souhaitée pour redescendre le fil de l'histoire, eh bien on aurait probablement fait la même chose, voire donné encore plus de sûreté aux banques, puisqu'on ignorait à l'époque la dégradation de la valeur des actifs sous-jacents. Cette situation-là, elle est imparable. Encore faut-il être en capacité de l'expliciter, car il est logique qu'elle crée beaucoup de frustration. La principale difficulté, on aurait certainement, peut-être pu, certainement je ne crois pas, peut-être pu l'éviter si la structure financière du groupe avait été beaucoup moins éclatée, et beaucoup moins opaque et beaucoup moins inconnue, puisqu'une grosse partie de la dette est dans les mains d'inconnus. En ce qui concerne Vallourec, là c'est très différent. Les banques françaises obtiennent un traitement privilégié qu'elles négocient de bonne foi avec les créanciers principaux qui ont acheté de la dette pour devenir investisseurs. Et elles sont les seules à pouvoir fournir des engagements par signature qui sont des bid bonds. Elles sont donc très avantagées parce qu'elles ont l'exclusivité de fait commerciale de la fourniture d'un produit financier qui est absolument indispensable à l'entreprise. Et donc les créanciers, futurs actionnaires, sont très à l'aise de négocier le maintien de cet avantage en contrepartie, le maintien de ces crédits en contrepartie bien d'un traitement qui est moins sacrifiant sur la dette en place, ce qui les gênait peu puisque vous voulez surtout devenir actionnaire. Voilà une troisième illustration d'une certes des droits d'origine équivalents, mais pas la même capacité à fournir des financements opérationnels qui sont, on le voit bien dans ces 3 exemples, la new money clé. Ce n'est pas de la new money pour, en l'occurrence, racheter de la dette ou en rembourser de manière anticipée, c'est de la new money pour sauver le business qui est celui censé payer tout le monde. Dans l'affaire Atos, de la même manière, la presse s'est fait l'écho et la société a communiqué sur la révision de ses différents BP, donc la révision de son besoin de financement, y compris son besoin de financement en fait intérimaire, c'est-à-dire intervenu plus tôt que celui qu'il pensait mettre en place dans le cadre du plan. On reviendra sur cette distinction ultérieurement. Et là, on avait des prêteurs, un peu plus de temps. On avait en gros deux forces en présence, des banques pour 50%, des obligataires pour 50%, dans les banques, des banques françaises pour 30%, des banques étrangères pour 70%. Et donc, ayant un peu plus de temps, mon rôle de conciliateur a été de m'assurer que tous les créanciers puissent participer à cet effort de new money, puisque là encore, il y a eu des avantages accordés à ceux qui ont fait ce financement intérimaire. Mais ils ont tous eu la possibilité de le faire, et on a vu que les créanciers-là, notamment les obligataires, étaient ultra attentifs à ce droit équivalent à la new money, et sont allés jusqu'à mettre en place des produits qu'on n'imaginait pas jusque-là, notamment des équivalents de factoring à travers des véhicules de titrisation du poste client, et des SPV spécialement constitués pour échapper à ce monopole bancaire, indépendamment du monopole de fait sur des produits particuliers tels que les engagements par signature que j'évoquais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Dès que possible, il faut que des créanciers de même catégorie aient accès aux mêmes facilités. Donc, il faut être capable de donner de l'information. On parlait de la confidentialité tout à l'heure. Sur des grosses sociétés cotées, ça passe par l'info au marché. Donc vous devez commencer par dire au marché « je vais très mal, venez vite à mon secours », ce qui en général a pour effet d'aggraver le problème, puisqu'évidemment les fournisseurs disent « ouh là là là, on va donc réduire nos crédits ». Deuxièmement, avoir un point de vigilance sur le financement des opérationnels, avec les outils bancaires qui sont plus flexibles et moins coûteux en général, mais parfois plus longs à mettre en place, notamment quand on met des ultra-sécurités dans ces périodes-là. Et enfin, s'interroger sur les avantages, mais aussi les contraintes parfois excessives du monopole bancaire qui suppose d'avoir des banques qui frontent, ce qui peut être parfois une difficulté pour ceux qui veulent faire la new money. Merci beaucoup, Hélène. Alors, Alexandra, qu'est-ce que vous inspirent les différents cas qui ont été présentés par Hélène? Quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer de ces différents cas et de ces différents apporteurs de new money? Les fonds sont capables d'être très créatifs et d'essayer de créer, mais pour des très gros dossiers,
Cela étant, mettez bien le micro près de vous. Ouais. Cela étant, les banques continuent, je trouve, d'avoir un avantage compétitif certain. D'une part, bien sûr, tous les business qui ont besoin de LC, de big bonds, ça, elles sont les seules à pouvoir le faire. Mais aussi, par exemple, sur Casino, il ne s'agissait pas vraiment de new money, il s'agissait de renouveler des lignes. Des lignes qui, comme par hasard, avaient été dénoncées au début. Donc là, et bien sûr, les banques, renouveler des lignes, bon, certes, on augmente un peu le pricing, mais ça reste quand même pas comparable avec le prix auquel des fonds étrangers doivent placer leur argent. Donc, face à ça, il n'y a pas vraiment de concurrence possible. Sur la new money du plan, là, oui, il y avait une concurrence possible. Et d'ailleurs, ça n'intéressait pas vraiment les banques. Mais pour renouveler les lignes, on n'a aucune chance d'avoir une compétition entre les banques et un hedge fund. Par ailleurs, l'autre point peut-être aussi, c'est, je suis d'accord qu'il faut ouvrir à tous, et ayant travaillé pour pas mal de hedge funds qui faisaient la new money, j'essaye à chaque fois de leur expliquer qu'il faut vraiment ouvrir à tous, parce que la manière de faire, très souvent, c'est officiellement, on va ouvrir à tous. Facialement, on ouvre à tous. Mais en fait, on a des gens qui étaient dans un groupe ad hoc de créanciers, qui bossent depuis des mois sur la société, qui ont des informations privilégiées depuis quelques semaines ou des mois. Et puis bien sûr, le jour où il y a un deal, il y a un cleansing, le marché est au courant d'à peu près pas les grandes tendances du business plan, pas le détail de l'IBR, etc. Et puis là, on leur dit, écoutez, vous avez 2 jours, ou vous avez 1 semaine, il y a une époque, on faisait quand même 15 jours ou autre, pour vous positionner. Si vous voulez faire de la new money, il n'y a pas de problème, mais vous devez vous engager sous 2 jours ou sous 1 semaine. Et c'est vrai que pour tous les créanciers qui ne sont pas dans le groupe majoritaire, pour certains, c'est impossible de se positionner dans des délais très courts. Et moi, je sais que sur certains dossiers, je me suis battu avec mes clients en leur disant « Non, attendez, 3 jours, arrêtez, ça n'a aucun sens. C'est pas ouvrir la new money à tout le monde, on va avoir des recours derrière, etc. » Et il y a plusieurs manières de faire. Il y a les délais très courts, il y a le fait de prendre des dates de référence, parce qu'il n'y a que les créanciers qui, à cette date-là, d'été détenteurs qui peuvent mettre de la new money. Alors, ça, c'est plutôt bien, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunistes dans ces hedge funds qui, quand ils voient « Ah, super, de l'argent à placer », ils disent « Bon, allez, j'achète des bonds juste pour pouvoir les mettre ». Donc, cette date de référence est en général placée antérieurement pour qu'il n'y ait pas trop d'effet de bord. Mais il y a vraiment beaucoup de moyens. Il y a le backstop aussi, bien sûr. Ça, c'est très difficile de faire ouvrir le backstop. Donc, le backstop, c'est les personnes qui s'engagent dès le début à faire la new money. Et bien sûr, ça, c'est souvent l'apanage des gens qui étaient dans le groupe ad hoc. Et c'est très difficile parfois de leur faire ouvrir cette possibilité à d'autres, puisque, bien entendu, il y a des fees importantes à la clé. Sari, est-ce que vous partagez les 2 points de vue, les nuances qui ont été apportées par Alexandra, peut-être sur la cohabitation entre les banques et les obligataires étrangers? Oui, je les partage. Le point, c'est la cohabitation s'impose. Aujourd'hui, ils existent tous les deux comme blocs de créanciers dans une société. Le fait de choisir ou pas d'être dans le groupe majoritaire, de se restricter pour entrer, pour avoir accès à l'information ou pas, d'interagir peut jouer un rôle là-dessus. En fait, l'enjeu va plutôt être sur de la capacité à être créatif, comme l'évoquait Hélène, sur la mise en place d'instruments pour entrer en concurrence avec les banques. C'est possible sur certains sujets, sur la titrisation, en fait, sur l'équivalent de factoring. On a vu des fonds de dette en fait, se positionner sur du RCF. Aujourd'hui, tout ce qu'évoquait Alexandra sur les bid bonds, c'est toujours pas possible. Donc là, pour le coup, en fait, il y a un besoin de cohabitation. Donc la règle reste, celui qui apporte le new money impose ses conditions dans un cadre qui a évolué. La directive a changé un peu les règles, l'existence des classes de parties affectées a changé ces règles-là, mais ça reste un enjeu de négo, au final, en fait, entre ces acteurs-là, et de volonté, de capacité à exécuter dans un délai très court, juste, injuste, mais qui s'impose, en fait,
et dans le cadre duquel ils doivent s'inscrire. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer sur les restructurations sociales. Ça va être une autre paire de manches. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc là, on va mettre vraiment un coup de projecteur sur la dimension sociale des restructurations. Tout au long de cette matinée, et notamment dans la première table ronde, on a égrené certains pronostics sur les niveaux de défaillance qu'on pourrait avoir cette année, avec un nombre d'emplois exposés à des procédures collectives qui a l'air d'exploser. Je rappelle que 2023, on était déjà au-dessus des niveaux pré-Covid, et les chiffres que nous ont donnés Xavier Bailly tout à l'heure montrent que là, on est vraiment du mauvais côté de la route. Avec nos 3 experts, nous allons voir à quoi est-ce qu'on peut évidemment s'attendre dans les prochains mois, comment est-ce qu'on peut mieux anticiper. Là aussi, c'est une question d'anticipation pour éviter une casse sociale trop importante. Et puis, on s'interrogera bien sûr sur quelles peuvent être les solutions pour limiter ces mises au chômage et ces licenciements massifs d'un grand nombre d'employés. Florent, comme on l'a fait pour les précédents panels, on va commencer un peu par poser le cadre. On anticipe un fort risque sur l'emploi dans les mois à venir. Est-ce que vous pensez que cette affirmation est catastrophiste, ou est-ce qu'elle est réaliste au vu de la situation qui se dégrade depuis les derniers mois? Bonjour à tous. On va commencer avec quelques chiffres. D'abord les positifs qui vont contredire ça. Alors j'en ai pas beaucoup, il va passer à ceux négatifs. Aujourd'hui, si on regarde les PSE pour motifs économiques, le nombre d'emplois concernés en ce moment est à peu près 20% de moins d'avant Covid. Et c'est le cas depuis Q3 22. De l'autre côté, c'est aussi que cet outil est un peu moins utilisé parce que la rupture conventionnelle individuelle a fait aussi son travail au fil du temps, permettre d'autres départs et d'ajuster la structure en évitant les PSE. Et elle a aussi augmenté à peu près de 15% depuis le Covid. Ça, c'était le positif. Quand on combine les deux, malheureusement, les suppressions d'emplois, elles ont augmenté de 15%. Quand on regarde devant nous maintenant, le nombre d'emplois concernés par les procédures collectives qui nous intéressent aujourd'hui, sauvegarde accélérée incluse, c'est créé un peu le biais en 2023 avec Orpea et Casino, on est déjà à 137 000 à fin septembre emplois concernés par ces procédures collectives sur les 9 premiers mois. C'est en ligne ou supérieur à la période anté-Covid. Donc on est sur une trajectoire devant nous un peu plus importante. En parallèle devant nous, les multiples ont baissé de 20% sur 3 ans. Donc les gens vont chercher à réduire un peu leur base de coûts. Si on regarde aussi quelques communications en ce moment par d'autres médias, il y a 38 sites industriels en France qui sont anticipés à fermer prochainement. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas en tête. Alors on a tous vécu devant nous dernièrement des PSE, des annonces importantes dans les grands groupes qu'on voit plutôt dans les ruptures conventionnelles collectives. À peu près 40%, c'était la tech, ça c'est ce qu'on a vécu, les Amazon, les Facebook qui ont en Europe et en France particulièrement. Mais c'est surtout le retour de l'industrie qui est très fort et qui explique entre autres ces fermetures de sites. Tout ça pour dire que les chiffres derrière donnent raison au fait que post-Covid, ça s'est calmé, mais qu'il y a plein d'indicateurs qui nous invitent à dire que devant nous, il y a de la restructuration sociale qui arrive. Avec des secteurs particulièrement concernés, on va probablement y revenir dans un instant. Olivier, vous avez les mêmes signaux d'alerte que Florent. Vous vous dites, jusqu'ici, entre guillemets, tout va pas trop mal, mais ça va tanguer dans les prochains mois. Oui, alors... Vous le poussiez vers le haut. Peut-être simplement pour préciser ce qui est Secafi, beaucoup d'entre vous connaissent, mais certains ne connaissent pas forcément encore. Secafi est un cabinet d'experts qui intervient auprès des comités socio-économiques. Et donc, du coup, j'interviens dans les dossiers essentiellement du côté des salariés ou des représentants du personnel. Cela étant dit pour la présentation, effectivement, on observe cette remontée significative du nombre d'emplois menacés et donc du nombre de PSE depuis maintenant un certain nombre de mois. J'ai regardé pour l'exercice, y compris nous qui avons une place
représentative, on va dire, en France sur ces sujets de restructuration. En 2024, par rapport à 2023, à fin septembre, on est en progression d'activité de 60-70%. Donc ça montre bien qu'on a une accélération des opérations de restructuration. Si on essaie de corroborer ce chiffre-là avec les entrées dans le CSP, donc dans le contrat de sécurisation professionnelle, donc l'entrée à France Travail des demandeurs d'emploi, on est là aussi sur des croissances de l'ordre de 30% entre 2024 et 2023. Donc on est dans ce mouvement qui est enclenché maintenant depuis 2022. Si on regarde maintenant spécifiquement les PSE, en réalité, on a, depuis la crise de 2008, donc il faut remonter à un certain nombre d'années, mais depuis la crise de 2008, on a une décroissance régulière du nombre de PSE, au moins jusqu'en 2020. En 2020, le Covid s'est remonté, mais pour fixer les ordres de grandeur, on avait, au moment de la crise de 2008-2009, on avait passé le cap des 2000 PSE en France. En 2010, on était encore au-dessus des 1000, et on est seulement descendu en dessous des 500 PSE par an en France en 2019. Et donc aujourd'hui, on est en train de parler d'une situation où on vient d'un chiffre qui est en 2022 oui, à 324, je crois, PSE. Donc vous voyez, significativement en dessous de ce qu'on avait sur la période antérieure. Donc là, oui, on remonte, mais on remonte sur des niveaux qui sont en réalité assez comparables à ceux qu'on avait juste avant la période 2020-2021. Bon, donc tout ça pour dire, et je confirme peut-être quelque chose qui a été dit sur la première table ronde, oui, marée haute, oui, remontée, mais pas de tsunami pour l'instant observé. Merci beaucoup. Alors Frédéric, dans ce panorama, on se dit, ben oui, vu la situation, là aussi, ça devrait être le même mot d'ordre sur le plan social que sur le plan business, anticiper. Là, on voit quand même le mur arriver. On parle de secteurs, j'ai envie de dire un peu serpent de mer, et de nouveaux secteurs. On devrait pouvoir être capable d'anticiper ces difficultés au plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Ça, je ne le sais pas. Pourquoi est-ce que le social n'est pas en tête des priorités ? Écoutez, moi j'ai écouté religieusement toutes les interventions depuis le début de la matinée. La première intervention, moi j'ai eu le sentiment il y avait beaucoup sur le social. Hein. Je crois que chez Bucalo Grill, on nous a expliqué à quel point les forces vives, les dirigeants de proximité, les gens personnes, la poignée de main, l'accueil... Voilà, donc j'ai tout bien écouté. Je vais aller chez Buffalo Grill comme vous, Emmanuel, je vous invite d'ailleurs. Nous irons ensemble. Mais j'étais très heureux qu'il dise ça parce qu'effectivement, on a remis l'humain devant et c'était formidable. Mais malheureusement, alors voilà, moi je suis l'associé de Laurent Jourdan, donc nous on est toujours super pessimistes, c'est pour ça. Voilà, mais c'est vrai que lui, je l'ai entendu parler de manque d'anticipation. Nous, dans notre secteur, c'est exactement la même chose. Bon, globalement, moi, j'ai pas du tout de statistiques comme les autres, et puis c'est pas mon métier, quoi, hein, d'ailleurs. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une accélération, mais globalement, quand même, on voit quand même 3 types de dossiers. Alors, je sais plus, il y avait un interlocuteur au CIRI qui disait tout le temps c'est tridimensionnel, c'est multidimensionnel, et c'est vrai que c'est un peu comme ça. Il y a des problèmes il y a des sujets de secteur d'activité, comme vous l'avez dit, puis il y avait aussi des sujets de configuration. Dans les configurations, il y a grosso modo 3 types de configurations. Vous avez, et ça marche un petit peu d'ailleurs avec les secteurs, les grandes entreprises, et on a parlé du milieu de l'automobile, ils sont spécialistes de ça, qui sont en plan social depuis 25 ans de manière quasi permanente. Alors plan social, plan de départ volontaire, rupture conventionnelle, vous appelez ça comme vous voulez, mais qui gèrent même prévisionnellement leurs emplois, en fermant malheureusement des sites industriels en France, il ne faut pas se leurrer, et ça depuis des années. Ces gens-là, on les voit. Et nous, là, par exemple, dans ce qu'on va voir arriver, ou ce qu'on vient d'avoir arrivé là au 2e semestre 2024, il y a 2 ou 3 fermetures sur le site automobile. Mais on a quand même l'impression, je vais répondre à anticiper, parce qu'après, on va dire, c'est pas ce qu'il devait dire. Donc, on a quand même l'impression que tous nous disent, on n'avait pas tant anticipé que ça la révolution qu'était l'électrique dans le domaine de l'automobile. Alors que, bon, c'est quand même leur métier et qu'on le voyait arriver depuis un certain temps. Mais malgré tout, moi, les clients me disent, non, mais quand même, là, vraiment, c'est un tsunami à cause de ça. Donc, il y a ce premier type de secteur. Il y a le deuxième, en fait, qui est la situation intermédiaire, et je vais aller très vite, j'en parlerai même pas, mais globalement, qui sont les gens qui sont en amiable.
Et là, moi, je le regrette. Mais ils sont tellement sous l'eau et ils ont tellement de choses à faire avec tout ce qui a été dit sur la première et la deuxième table, c'est-à-dire sur les aspects financiers, trouver de la new money, tout ce que vous voulez. Malheureusement, l'humain ne passe pas en premier rang, et c'est bien dommage. Et puis il y avait le troisième que moi je regrette un peu, qui est finalement, on va là en procédure judiciaire, donc en procédure collective, et la procédure collective, ça devient juste un outil pour réduire en réalité à moindre coût le personnel et donc à faire des coupes franches qu'on n'a pas anticipées à tout point de vue. Là, je laisserai mon ami de CECAFI expliquer, ou du groupe Alpha, anticiper les compétences, gérer les compétences, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, on est tellement là, pris à la gorge, que ça devient juste un outil pour couper court et faire une procédure un peu accélérée et pas trop coûteuse, parce qu'on n'a plus d'argent du tout. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir mis le coup de projecteur sur cette dimension sociale dans cette conférence. Et on vous donne aussi rendez-vous le 12 décembre pour notre conférence annuelle MNE. Ce sera la dernière du millésime 2024. Merci beaucoup à tous de votre attention et à très bientôt. Merci.